Bonjour. Bonjour. On continue avec les cours de microbiologie. On va voir aujourd'hui le virus de l'immunodéficience humaine ou le VIH. Donc, le VIH, c'est l'agent étiologique du syndrome d'immunodéficience acquise ou du sida. Vous connaissez tout le monde le sida. On commence avec des rappels. Des rappels virologiques sur le virus. Le virus de l'immunodéficience humaine ou le VIH appartient à la famille des rétroviridés, genre l'antivirus. Ces virus se définissent par leur mode de réplication qui passe par une étape de rétrotranscription de l'ARN viral, qui est le génome, grâce à une enzyme présente dans le virus appelée la transcriptase inverse ou reverse transcriptase. Donc, il y a transcription, rétrotranscription de l'ARN en ADN grâce à une enzyme, la transcriptase inverse. On trouve de ce type de virus de VIH, le VIH1 et le VIH2. Pour la structure des VIH en microscopie électronique, le VIH a un diamètre de 80 à 100 nanomètres de diamètre. C'est un virus enveloppé avec deux molécules d'ARN à l'intérieur. Ces deux molécules sont deux molécules identiques. De l'extérieur vers l'intérieur, on trouve la membrane d'origine cellulaire dans laquelle sont ancrées deux glycoprotéines, la GP120 et la GP41, et ce sont des glycoprotéines externes. Ensuite, on a la matrice, la capside virale, dans laquelle on trouve les protéines de la nucléocapside, les enzymes virales, qui est la transcriptase inverse ou la reverse transcriptase et l'intégrase, et le matériel génétique qui est constitué de deux molécules identiques d'ARN. On passe à la structure des génomes. Pour le génome du VIH, est caractérisé par la présence de trois gènes essentiels. Le gène GAG, le gène POL et le gène EMV. Donc, ces trois gènes, le premier gène, c'est le pour groupe antigène, code pour un polypeptide qui sera clivé en protéines de la nucléocapside, donc responsable de la synthèse des protéines de la nucléocapside. Le deuxième, le gène POL pour polymérase, responsable de la synthèse des enzymes nécessaires à la réplication, telles que la transcriptase, protéase, intégrase, etc. Et ensuite, on a le gène EMV pour enveloppe,
code pour une polypeptide qui sera clivée en deux protéines, la JP60 qui donne la JP120 et la JP40. Donc, il est responsable de la synthèse des protéines de l'enveloppe. Il existe d'autres gènes supplémentaires au nombre de 6, code pour les protéines de régulation. Mais essentiellement, le génome est constitué de 3 gènes. On passe à la multiplication des virus. Pour la multiplication des virus, on a la première étape, c'est l'attachement. L'attachement du virus à la membrane de la cellule cible, qui est généralement les lymphocytes T, par interaction entre le récepteur CD4 à la surface des lymphocytes T et la JP121 à la surface du virus. Cette interaction entraînant un changement de conformation, permettant l'accessibilité à un second récepteur ou co-récepteur, qui joue un rôle très important aussi dans la fixation et la pénétration des virus, c'est les CCR5 et les CXCR4. Après fixation, il y a fusion entre la membrane virale et la membrane cellulaire et la libération de la nucléocapside à l'intérieur du virus. Une fois à l'intérieur du virus, il y a décapsidation et la libération de l'ARN viral dans le cytoplasme. À partir de l'ARN viral, grâce à la reverse transcriptase ou la transcriptase inverse, il y a rétrotranscription de l'ARN viral en ADN appelé ADN proviral. Il pénètre dans le noyau, se circularise, puis s'intègre dans l'ADN cellulaire grâce à l'intégrase virale. Donc, il y a intégration de l'ADN ou l'ADN proviral dans l'ADN de la cellule hôte. Il peut rester des années sous cette forme. Sous certaines conditions, par exemple l'intervention des protéines régulatrices virales, il y a transcription de l'ADN proviral en ARN génomique et en ARN messager. Donc, à partir de l'ADN proviral, il y a synthèse de l'ARN grâce à l'ARN polymérase, de l'ARN génomique et de l'ARN messager. Il y a ensuite traduction de l'ARN messager en protéines précoces correspondant aux protéines de régulation et des protéines tardives correspondant aux protéines de structure. Une fois les différents constituants des virus sont synthétisés, il y a assemblage des différents constituants des virus et il y a libération des virus par bourgeonnement. Donc, il prend une partie de la membrane de la cellule infectée et sort du cellule. Ça, c'est le cycle de multiplication de VIH. Pour les cellules infectées par le virus, il existe 2 cellules pour le tropisme de VIH. On a 2 cibles, c'est surtout les cellules CD4 et les cellules présentatrices d'antigènes, constituant les 2 cibles de VIH. Il existe d'autres cellules n'exprimant pas la molécule CD4 à leur surface et qui sont sensibles à l'infection, telles que les fibroblastes, cellules intestinales, etc. Mais surtout, donc, on a les cellules CD4 et les cellules présentatrices d'antigènes. On passe ensuite à la variabilité génétique des VIH. C'est une des caractéristiques majeures du VIH, c'est la variabilité génétique. Elle existe au niveau du gène de l'enveloppe, la JP121. Et donc, comme on a dit au début, que le VIH il fait partie des rétrovirus, il s'agit de virus ARN. Et les virus ARN sont généralement caractérisés par l'absence d'enzymes de correction
lors de la multiplication virale. Les enzymes de correction existent de façon naturelle chez les virus à ADN. Il y a toujours correction de la lecture de l'ARN messager par les ribosomes. Mais pour les virus ARN, par absence de ces enzymes de correction, il y a une très grande variabilité génétique chez les virus ARN, et principalement le VIH. Le virus est présent sous forme de micro-variants aux quasi-espèces, génétiquement reliés les uns aux autres, mais différents. Donc, même chez le même patient, on ne trouve jamais deux molécules de VIH ou deux identiques. Toujours, il y a des différences entre les virus. Il existe 3 groupes de variants pour le VIH-A qui ont été identifiés. Le groupe M, avec 10 sous-types de A jusqu'à G, le groupe O et le groupe N, non M et non E. Donc, il existe 3 groupes pour le virus de VIH. Il existe une diversité génétique au sein de chaque sous-type et au sein d'une même patient. La variabilité intra-individuelle du VIH est liée à des mutations ponctuelles dues à des erreurs de lecture par la reverse transcriptase ou la transcriptase inverse. Pour la distribution géographique, elle varie selon les pays. Par exemple, le sous-type C pour le groupe M, rencontré principalement en Afrique du Sud et l'Inde, le sous-type A en Afrique centrale, le sous-type B en Amérique, Europe, Maghreb, tel que l'Algérie. Pour l'épidémiologie de l'infection par le VIH, dans le monde, et selon l'OMS, de 1981 au 2017, plus de 77,3 millions de personnes sont touchées par cette maladie et 35,4 millions sont morts du sida. Donc, 35,4 millions de personnes sont mortes du sida. L'Afrique est le continent le plus touché, avec 30 millions de cas, et l'Afrique du Sud est la région la plus touchée avec 5 millions de cas. Le VIH-A est mondial et le VIH-2 se trouve principalement en Afrique de l'Ouest. Pour l'Algérie, selon le laboratoire national de référence au niveau de l'Institut Pasteur de l'Algérie, le total cumulatif des cas de 1985 au 30 septembre 2018 est de 12 083 cas avec 1885 cas de sida, donc le stade final de la maladie, et 10 198 cas de personnes séropositives, c'est-à-dire séropositives, elles portent le virus sans manifestation clinique. L'Algérie reste un pays à faible prévalence par rapport aux autres pays, avec une prévalence inférieure à 0 à 1%. L'adulte jeune est le plus touché, et la tranche d'âge la plus touchée, c'est entre 20 à 50 ans. Les femmes sont plus touchées que les hommes et la contamination par voie hétérosexuelle est la plus fréquente ici en Algérie. On assiste à une progression alarmante du nombre de cas par an à raison de 50 cas pour le sida et 250 à 200 cas de séropositifs. Donc, il y a une augmentation importante du nombre de cas positifs en Algérie. On passe au mode de transmission du virus. Donc, il existe principalement 3 modes de transmission. Par voie sanguine, par transfusion de sang ou de ses dérivés, tels que les plasma, plaquettes, etc. Par injection de drogue par voie intraveineuse, surtout chez les toxicomanes. Par voie sexuelle, par rapport hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel. Et par voie verticale, donc il y a transmission du virus de la mère à son enfant lors de la grossesse ou de l'accouchement. Pour la physiopathologie de l'infection par le VIH, la réplication de VIH s'effectue dans de nombreux tissus ou liquides biologiques, tels que les organes du système lymphoïde, cerveau, les CR. En effet,
Dès sa pénétration dans l'organisme, le virus arrive sur les muqueuses et capté par les cellules dendritiques. Une fois dans les ganglions, les cellules dendritiques présentent l'antigène aux cellules TCD4, lesquelles stimulent à leur tour les lymphocytes T cytotoxine CD8, correspondant à l'immunité à médiation cellulaire, et les lymphocytes B, produisant des anticorps et correspondant à l'immunité à médiation hémorale. Donc, pour l'infection VIH, on a une immunité à médiation cellulaire et une immunité à médiation hémorale. L'infection par le VIH est une infection chronique. La réponse immunitaire de l'hôte n'arrive pas à éliminer le virus pour deux raisons. Donc, le système immunitaire est incapable d'éliminer le virus pour deux raisons. Premièrement, la capacité du virus à s'intégrer dans le génome cellulaire. Et si le virus s'intègre dans le génome cellulaire, il est très difficile d'éliminer le virus sans tuer la cellule. Et deuxièmement, la variabilité génétique des virus. On a parlé de la variabilité génétique. Et l'infection par le VIH entraîne un déficit de l'immunité cellulaire, expliquant la baisse progressive des lymphocytes. Donc, il y a diminution nette de la réponse immunitaire par les lymphocytes T. Toujours dans la physiopathologie, durant la primo-infection, donc après le premier contact infectant, les cellules T cytotoxiques sont rapidement détruites par le virus, car le virus se multiplie dans les cellules. Il y a une très forte réplication virale. Donc, après une période d'incubation, on a la primo-infection qui est caractérisée par une très forte réplication virale. Après 6 à 8 semaines, la réponse immunitaire hémorale, donc par présence des anticorps anti-VIH, est détectable. Donc, il y a production des anticorps contre le virus. Et la virémie plasmatique diminue. Il s'établit alors une longue période de latence où la réponse immunitaire cellulaire apparaît avec génération des lymphocytes T cytotoxiques CD8. Donc, il y a un équilibre entre la réponse immunitaire et la multiplication virale durant cette période. En phase terminale, ou phase SIDA, le statut immunitaire du patient s'effondre, la réplication virale augmente rapidement et en l'absence du traitement antirétroviral, elle évolue vers la mort. Donc, il y a destruction, il y a diminution rapide du nombre de CD4 et une augmentation de la multiplication virale. Et donc, en absence de traitement, elle évolue vers la mort du patient. Pour le pouvoir pathogène, on a 3 phases cliniques successives. On a premièrement la primo-infection. Elle dure quelques jours à quelques semaines. Donc, après le premier contact infectant, on a la primo-infection. Cette primo-infection, elle dure quelques jours à quelques semaines, caractérisée par des symptômes cliniques dans 50 à 70% des cas, avec fièvre, des adénopathies, des manifestations neurologiques qui apparaissent 2 à 6 semaines après le premier contact avec le virus. La réplication virale est très intense durant la primo-infection. Elle est contrôlée par le système immunitaire. Ensuite, on entre dans la phase asymptomatique. La phase asymptomatique, appelée aussi la phase de latence clinique, elle dure plusieurs années, de 10 à 15 ans, et peut être influencée par le traitement. C'est-à-dire, on peut prolonger cette phase asymptomatique si le patient est sous traitement. Elle s'accompagne d'une augmentation régulière de la charge virale et le système immunitaire s'affaiblit à la longue. Ensuite, on entre dans la phase SIDA, représente le stade ultime de l'évolution du déficit immunitaire et l'entrée dans le stade symptomatique, précédé d'une détérioration du système immunitaire, augmentation de la charge virale et la diminution des CD4, CD8. Les signes cliniques de cette phase sont la fièvre, amaigrissement, diarrhée, des affections opportunistes et l'entrée de ce stade est de pronostic fâcheux.
Donc, elle dure cette phase de 2 à 5 ans. Il existe plusieurs autres classifications cliniques, mais la plus utilisée, c'est cette classification. Donc, en absence de traitement, elle évolue vers la mort, mais on peut prolonger la phase asymptomatique ou par le traitement par les rétroviraux. On passe au diagnostic au laboratoire de l'infection par le VIH. La stratégie diagnostique de l'infection par le VIH diffère selon qu'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant de mère séropositive. Donc, le diagnostic est différent. Si chez l'adulte, on va voir qu'on fait généralement le diagnostic par la recherche des anticorps produits par l'organisme contre les virus. Par contre, chez l'enfant, on cherche le génome surtout viral. Chez l'adulte, le diagnostic se fait par la recherche des anticorps et la détection des anticorps sériques chez le patient. Pour le diagnostic de la primo-infection ou le diagnostic de l'enfant né de mère séropositive, donc si la mère est séropositive, donc il y a risque de transmission du virus de la mère vers l'enfant. Et pour faire le diagnostic chez le nouveau-né, on a recours à d'autres méthodes de diagnostic telles que la détection de l'antigène viraux ou l'isolement de l'ARN du VIH plasmatique. Donc, soit on cherche les antigènes, soit on cherche l'ARN viral. La détection des anticorps anti-VIH est la technique de choix pour le diagnostic de l'infection de VIH. Il suffit de rechercher les anticorps pour poser le diagnostic d'une infection par le VIH. Si on fait un petit rappel sur l'évolution des anticorps spécifiques des VIH, on a dit qu'après le contact infectant et la période d'incubation, on a la primo-infection. La primo-infection est caractérisée par une augmentation importante de la charge virale. En même temps, il y a apparition des anticorps. Après cette phase qui dure 3 à 8 semaines, on a la phase de latence ou la phase asymptomatique. Durant la phase asymptomatique, qui peut durer, on a dit, de 5 à 10, 15 ans. Donc, on a un équilibre entre la réplication virale et le système immunitaire. Donc, il y a un équilibre entre les deux. Et le nombre des molécules CD4 est stable. Après cette phase, on entre dans la phase SIDA. Durant la phase SIDA, on a dit qu'il y a une augmentation très importante de la réplication virale avec une diminution nette et très importante de la réponse immunitaire et du nombre de CD4. Pour les méthodes utilisées pour la détection des anticorps, le diagnostic biologique de l'infection par le VIH repose sur une stratégie en 2 temps. On a premièrement des analyses de dépistage. En cas de résultat positif, on passe à des analyses de confirmation. On est obligé de confirmer la présence du VIH. Pour les tests de dépistage, il existe plusieurs types de tests utilisés. Premièrement, les tests immunoenzymatiques. Le test ELISA, on va voir ce test. On a aussi des tests rapides. Et pour les tests de confirmation, on utilise, pour confirmer l'infection par le VIH, le test Western blot. On va voir aussi ce test et le principe. Pour le prélèvement, on recherche les anticorps dirigés contre le virus de VIH. Pour les méthodes immunoenzymatiques, on parle de l'ELISA, on utilise surtout le sérum. Et le sérum prélève le sang sur tube sec. Ensuite, on fait centrifugation et on prend le sérum. Pour les tests rapides, on peut utiliser le sang total. Et la conservation du sang total se fait entre 2 et 8 degrés Celsius pendant au maximum 24 heures. On peut utiliser plasma. Donc, on prélève le sang sur EDTA, héparine, citrate, etc. Et on peut utiliser aussi le sérum. Pour le sérum et le plasma, la conservation se fait au maximum pendant 7 jours entre 2 et 8 degrés Celsius.
Pour une durée plus longue, ils doivent être congelés. Donc, si on fait le test dans les 7 jours qui suivent, on peut conserver le prélèvement au réfrigérateur, sinon on met le prélèvement au congélateur. Pour les tests de dépistage, pour les tests rapides, ce sont basés sur des techniques simples. Ils sont basés sur 3 principes, l'agglutination, l'immunoliaison et l'immunochromatographie. Pour les tests d'agglutination, on utilise des protéines virales qui sont fixées sur des particules de latex ou de gélatine, aussi des microbilles ou sur des hémacines. Ensuite, on met ces protéines sensibilisées on utilise ces particules sensibilisées par les protéines virales en contact du sérum ou du sang du malade. Il s'agit d'une agglutination passive dont la lecture se fait à l'œil nu. Donc, s'il y a agglutination, c'est bon, la réaction est positive. Pour les tests rapides, on utilise un support solide sur lequel sont absorbés des antigènes constitués de protéines recombinantes ou synthétiques. L'échantillon dilué ou non est mis en contact avec la membrane. Donc, l'échantillon dilué ou non est mis en contact avec la membrane réactive. La surface réactive donne alors une réaction colorée après l'ajout du conjugué et de substrat. Pour les tests immunochromatographiques, on utilise aussi des antigènes recombinants et peptides de synthèse immobilisés par une membrane. On met une goutte de sérum qui contient normalement les anticorps spécifiques. Il y a migration du sérum jusqu'à l'antigène immobilisé et la liaison antigène-anticorps donne une coloration visible à l'œil nu. Donc, on a ici un exemple d'un test immunochromatographique. Donc, par exemple, ici, c'est le même principe que pour les autres tests rapides. Donc, on met le sérum du malade. S'il y a présence des anticorps, il y a migration de ces anticorps jusqu'à l'antigène. La liaison antigène-anticorps entraîne une réaction colorée. Par exemple, ici, il s'agit d'une réaction négative parce qu'on a uniquement le contrôle. Ici, le test est à refaire parce que même le contrôle est négatif. Par exemple, ici, il s'agit d'un résultat positif en VH1. On trouve donc une réaction positive à VH1. Bien sûr, le contrôle ici, c'est le VH2. Et le contrôle ici, c'est une infection mixte VH1 et VH2. Elle existe surtout en Afrique. On trouve des infections à VH1 et VH2. Donc, c'est positif. Pour les tests immunoenzymatiques, c'est des méthodes simples, sensibles, permettent de mettre en évidence la fixation de l'anticorps anti-VIH présent dans le sérum attesté par une technique immunoenzymatique. Les antigènes viraux sont fixés sur un support. Donc, pour le principe de l'ELISA, donc l'ELISA se fait dans ces cupules-là. Et à l'intérieur de chaque cupule, qu'est-ce qu'on a? On a un antigène fixé. Ensuite, on met le sérum du malade. Si le sérum contient des anticorps, il y a fixation de l'anticorps sur l'antigène. Ensuite, on fait des lavages pour éliminer les anticorps non spécifiques. Ensuite, on met un conjugué avec un anticorps anti-immunoglobuline humaine couplé à une enzyme. Ensuite, on met en contact avec l'enzyme un chromogène et il y a apparition d'une coloration si la réaction est positive. Donc, pour les cupules, il y a une coloration, il s'agit de réactions positives. Pour les autres, c'est des réactions négatives. Donc, on utilise actuellement des tests ELISA de 4e génération. Il s'agit de tests mixtes. Et, ces tests nous permettent de rechercher le VH1 et le VH2 en même temps. On peut utiliser aussi des tests combinés qui détectent en même temps les anticorps contre le VIH et en même temps l'antigène P24 spécifique des virus.
Après le dépistage, on est obligé de passer par la confirmation. Avant de répondre au médecin qu'il s'agit d'une infection par le VIH, on est obligé de confirmer la réaction. La confirmation se fait par le test Western blot. Généralement, le Western blot se pratique sur un deuxième prélèvement. Il détecte les anticorps dirigés contre les protéines virales qui seront visualisés par une réaction immuno-enzymatique sous forme de bandes colorées. Des critères de positivité ont été définis, c'est-à-dire on va prendre le virus, on va fixer les différents antigènes sur une bandelette, on va rechercher les anticorps spécifiques de cette protéine. Donc, c'est un test plus spécifique. Et les critères de positivité définis par l'OMS, donc le test est positif s'il y a présence d'anticorps dirigés contre les protéines d'enveloppe. On a dit qu'il existe deux protéines d'enveloppe, c'est la GP120 et la GP41, associées au moins un anticorps dirigé contre une protéine interne des virus. Donc, on est obligé de trouver les deux antigènes, les anticorps dirigés contre les antigènes externes et un anticorps dirigé contre des protéines internes des virus. Donc, soit deux bandes OMV pour enveloppe, la GP120, la GP41, plus une bande GAG pour les protéines enzymatiques internes et ou une bande pour les antigènes pôles. Le test est négatif en l'absence de bandelettes colorées. Donc, on prend le virus, on va fixer les différents antigènes sur une bandelette. Ensuite, on met en présence du bandelette, on met le sérum en présence du bandelette. Et ensuite, la réaction est révélée par l'apparition de bandes colorées. Donc, on est obligé de retrouver les anticorps dirigés contre les deux antigènes externes, plus ou moins un antigène interne. Par exemple, on a ici des exemples. Ici, le contrôle négatif. Ici, le contrôle positif. Pour les 3 ou les 4 premiers sont négatifs. Et donc, on est obligé de rechercher des antigènes, deux antigènes externes et un antigène au moins interne. Pour le diagnostic de la primo-infection chez l'enfant de mère séropositif, donc se fait par la recherche de l'antigénémie P24, qui est un antigène spécifique des virus. Et on peut rechercher aussi l'ARN viral par biologie moléculaire. On cherche la charge virale plasmatique. Donc, ici, par exemple, on a un schéma récapitulatif. Donc, si on a un prélèvement, le test de dépistage, donc on fait un test de dépistage. Il est ça au test rapide. Si le test est positif, on fait un deuxième test. Si toujours le deuxième test est positif, on passe à Western blot qui se fait sur un deuxième prélèvement. Si le test est négatif, donc on déclare que le sérum est VIH négatif, absence d'infection. Si un test est positif et l'autre est négatif, on répète les deux tests. Si les deux tests reviennent positifs, donc on fait le Western blot sur un deuxième prélèvement. Si toujours on a discordance, un positif et l'autre négatif, on fait le Western blot. Et si les deux sont négatifs, on répond VIH négatif. Pour le Western blot, c'est les positifs, donc présence des anticorps anti-GP120 et SOC41 avec plus ou moins GAG ou POL, on répond VIH positif. Si le Western blot est négatif, on déclare que le sérum est négatif. Si il existe un profil déterminé, par exemple, un anticorps dirigé contre l'enveloppe avec un anticorps contre les antigènes internes, etc., on refait notre analyse sur un deuxième prélèvement. Pour le suivi biologique de l'infection, se fait par le dosage de CD4, CD8, donc pour voir l'efficacité du système immunitaire avec une valeur critique de 200 éléments par millimètre cube. Et aussi, on mesure la charge virale. On passe au traitement de l'infection par le VIH. Le traitement antirétroviral doit avoir pour objectif de réduire la charge virale plasmatique au niveau le plus bas et le plus longtemps possible. Donc, notre but, c'est de diminuer au maximum la charge virale.
Et la décision thérapeutique doit tenir compte d'une part du taux de CD4 CD8 et d'autre part du taux de la charge virale. Si la charge virale est importante, le taux CD4 et CD8 est faible, donc on est obligé de traiter les malades. Pour le traitement, il existe plusieurs molécules. Il existe les inhibiteurs de la transcriptase inverse. Donc, ils vont arrêter la transcription de l'ARN en ADN. On a les inhibiteurs nucléosides avec plusieurs exemples. On a les inhibiteurs non nucléosidiques. Aussi, il existe des inhibiteurs de protéases qui bloquent la maturation des virus. Et le virus immature et libéré deviennent non infectants. Généralement, l'OMS recommande l'association de 2 inhibiteurs nucléosidiques avec un inhibiteur de protéase ou 2 inhibiteurs nucléosidiques avec un inhibiteur non nucléosidique ou on utilise 3 inhibiteurs non nucléosidiques. Pour les nouvelles perspectives thérapeutiques, donc, il existe des recherches sur d'autres alternatives telles que les inhibiteurs de la fission pour inhiber la fission entre le virus et la cellule hôte. Il y a la thérapie génétique par la mise au point de vecteurs capables de rendre in vivo les cellules cibles de l'infection résistante au virus. On a aussi le vaccin et les chimiokines. Pour la prévention, c'est surtout par prévention de la transmission sexuelle, avec l'utilisation des préservatifs, le dépistage et le traitement des autres maladies sexuellement transmissibles, la prévention de la transmission sanguine par la sélection rigoureuse des donneurs de sang, par l'utilisation des dérivés de sang, par l'utilisation de seringues à usage unique. Au milieu de soins, par le respect d'hygiène universelle, et la prévention de la transmission mère-enfant se fait par la prophylaxie, par les antirétroviraux durant l'accouchement. Je vous remercie et j'attends vos questions concernant le cours.